Qu'est-ce que tu en penses? L'homme est-il mauvais par nature? J'imagine que tu as déjà une réponse à cette question au départ. Et on va voir dans ce podcast justement que c'est plus subtil que ça. On parle de connaissance de soi. Et là, typiquement, c'est important de se poser la question, est-ce que notre nature est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Et on essaye justement d'améliorer celle-ci. Et cette question, c'est une question profonde. Et on a pu voir même des philosophes se poser sur cette question-là et écrire des bouquins entiers et notamment des phrases clés. On a le fameux L'homme est un loup pour l'homme de Hobbes qui est très intéressant. Rousseau disait l'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt. Et de l'autre côté, on a Platon qui nous dit nul n'est méchant volontairement. Alors, où se place le vrai fond de cette idée-là? Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas parler de philosophie. On va en parler un petit peu, bien évidemment, parce que c'est intéressant. On va revenir sur ces concepts-là. Mais on va s'y intéresser d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue anthropologique. Et on va voir qu'on va trouver des réponses qui sont bien plus intéressantes et nuancées. On va le faire au travers de nos grilles de lecture favorites, mais plus encore, on ira plus loin comme d'habitude. Mais ça va toute chose. Bien évidemment, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Je m'appelle Nico Pen, je suis donc l'auteur de ce podcast et je te guide au travers de celui-ci, et même au travers de mon travail, de mes formations et de mes livres, dans la découverte de tes trésors intérieurs et toute cette richesse cachée à l'intérieur de toi. Allez, c'est parti. On va commencer déjà à se poser la question. À un moment donné, il faut prendre un postulat de départ. Est-ce que l'homme est bon par nature ou est-ce qu'il est mauvais? On va prendre le postulat de l'homme bon par nature. Et pour cela, on va s'intéresser à Platon. Platon dit dans deux de ses œuvres, Gorgias et Timée, que nul n'est méchant volontairement. Ou en d'autres termes, nul n'est méchant de son plein gré. Ça poste une idée de base qui est que effectivement, on est bon par nature, mais en fait, lorsque on fait un acte qui est néfaste, eh bien, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Dès lors, on pourrait se dire, si on ne s'en rend pas compte, ça se produit d'un point de vue inconscient. Alors, pour prendre des actes mauvais, on va prendre un exemple particulier. On va imaginer donc une personne qui a une faible estime d'elle-même. Et justement, le mécanisme inconscient qu'elle a trouvé pour redorer son estime de soi, c'est pas d'essayer par exemple, de faire du développement personnel, de s'améliorer soi, mais au contraire d'ailleurs les deux ne sont pas incompatibles, malheureusement, au contraire de voir comment je peux minimiser l'autre. Et on pourrait imaginer justement une relation de couple où l'une des deux personnes va avoir tendance à dire à l'autre « t'es qu'un nul, t'es qu'une merde, t'es incompétent, t'es bon à rien, je peux pas compter sur toi ». Et en fait, finalement, cette agressivité-là est liée à une forme d'insécurité chez la personne, mais aussi, en faisant ça, ça permet d'augmenter l'estime de soi-même. Alors là, on se dit, ok, si c'est fait d'une façon inconsciente, nul n'est méchant volontairement, Platon il a raison, et finalement, en fait, cette méchanceté, cette agressivité, elle est là sans s'en rendre compte, pour justement combler un manque d'estime de soi. Cependant, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui prennent du plaisir à faire des choses, on va dire, méchantes, qui prennent du plaisir à nuire à l'autre, et à nuire non pas de façon inconsciente, mais plutôt de façon consciente? La réponse, elle est clairement oui. Si j'ai en face de moi, par exemple, une personne que je n'aime pas, une personne plutôt vaniteuse, et que je me retrouve dans un concours avec elle, et que pendant ce concours, on est en rivalité, si je gagne, je vais prendre du plaisir à gagner, donc, ok, mais aussi, que l'on soit clair, on prend également du plaisir à voir l'autre perdre, à voir l'autre dans des états rabaissés, voire même humiliés. Dès lors, on se rend compte que là, et là c'est très conscient en fait, j'ai envie que cette personne, elle ne réussisse pas. Voire dans certains cas, des personnes qui vous causent du tort, on a envie que ces personnes,
il leur arrive quelque chose de négatif. Donc finalement, on souhaite consciemment le mal chez l'autre. Donc là, on voit qu'on arrive un petit peu à une forme de limite sur la pensée de Platon. Mais on va quand même aller un petit peu plus loin sur le fait de dire que la nature de l'homme est quand même une nature bonne. Et on va aller sur un postulat qui est un postulat que l'on découvre sur les formations de base de PNL notamment, et à l'époque où je donnais des formations de PNL, on avait ce postulat qui était un des fondamentaux de la PNL, qui dit que derrière chaque action se cache une intention positive. C'est-à-dire, derrière chaque chose qu'une personne va faire, eh bien, il y a une positivité qui est là. Alors, dès là, on va pouvoir se poser la question, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me rappelle que c'est arrivé quelques fois, lorsque je donnais ce postulat-là, eh bien, certains, c'est quand même assez rare, mais certains des élèves n'arrivaient pas à intégrer celui-ci. Et ça pouvait se comprendre selon leur vision du monde. Si à un moment donné, sur ta vision du monde, tu te dis, ben en fait, il y a des personnes qui ne sont pas gentilles par nature ou qui ne sont pas bonnes par nature, comment elles peuvent avoir des intentions positives? Et je me rappelle même une fois, il avait fallu, ça avait pris bien un bon quart d'heure pour essayer de désamorcer et d'expliquer le fond de ce précepte. Et le fond de ce précepte, il est le suivant, c'est que l'intention positive en tant que telle, c'est quoi? Eh bien, dans le cas de, justement, les deux exemples que je t'ai donnés, par exemple celui d'un concours avec une personne vaniteuse et qu'on a toute envie de finalement lui montrer qu'elle n'est pas si brillante que ça, mais certes, c'est conscient, mais en même temps, l'intention positive, c'est avoir la sensation que j'ai raison, c'est rabaisser le caquet de l'autre. Et finalement, c'est éprouver une forme de plaisir intérieur. Donc l'intention positive n'est pas forcément tournée vers l'autre, elle peut être tournée vers soi. Et on peut éprouver du plaisir à quelque chose, même si celui-ci est aux dépens de l'autre. Donc on se rend compte que là, ici, finalement, sur ce précepte de PNL, il nous dit, voilà, il y a une intention positive, il y a quelque chose de positif, on recherche, ça fait partie aussi des choses fondamentales, on recherche à éviter la douleur ou à rechercher le plaisir. Et tous les choix que l'on va faire dans notre vie vont être dirigés soit sur un évitement de la douleur, soit sur une recherche de plaisir. Et même parfois, on va rechercher la douleur pour satisfaire un certain plaisir caché en fond et inconscient. Là, on rentre vraiment dans la technicité, dans la subtilité. Je ne ferai pas d'explication là-dessus, mais on a vraiment ces deux états-là. Et donc, finalement, on se rend compte que nos choix ne sont pas dirigés par l'envie, la nécessité de faire le bien, mais par une recherche de plaisir ou par un évitement de douleur. Donc, dès lors, on se dit, l'homme ne semble pas bon par nature. Regarde cela. On va donc se poser la question suivante. L'homme est-il méchant par nature? L'homme est-il mauvais? Alors pour cela, on va quand même s'intéresser à un aspect qui pourrait nous donner encore un petit peu d'espoir sur le premier postulat. C'est ce que dit Rousseau, c'est que l'homme il est bon par nature et c'est la société qui le corrompt. Mais ça va plus loin quand même, ce que dit Rousseau. Ce qu'il dit, donc Rousseau qui s'est intéressé au fameux contrat social, qui s'est intéressé à des sujets liés à l'éthique et la morale. D'ailleurs, on va y revenir sur ce sujet-là, parce que là, on voit vraiment la vision du monde que peut avoir Rousseau et sa perspective. Mais selon lui, l'homme, en fait, il n'est ni bon ni mauvais par nature. En fait, c'est la société qui le corrompt. Et donc la société va amener l'homme à commettre des actes qui vont être mauvais. Et ça pourrait porter sens, parce que finalement, lorsque je t'ai donné les exemples précédents, on pourrait se dire, ben oui, en fait, d'un point de vue du fonctionnement, si on est par exemple sur un concours, eh bien, effectivement, dans ce cas-là, c'est un enjeu social. C'est qui est le meilleur, qui est le plus mauvais. Donc, c'est une interaction avec les autres, avec le groupe.
Si on prend l'exemple d'une personne qui a une faible estime de soi et qui va essayer de dévaloriser, d'humilier l'autre, même si c'est dans un cadre intime, c'est dans un cadre de relation aux autres. Donc on pourrait se dire que finalement, en fait, là où l'homme va devenir mauvais, c'est dans sa relation aux autres. Mais j'aimerais poser la question, si l'homme n'est ni bon ou mauvais par nature, et que la société a tendance à le corrompre, on pourrait se poser la question, qui est-ce qui a créé la société? C'est l'homme. Donc, l'homme qui n'est ni bon ni mauvais par nature a créé quelque chose qui semble être mauvais, ou qui semble le rendre mauvais. Oui, c'est possible. Peut-être qu'à un moment donné, il a créé un monstre sans le savoir. Mais quand même, cette perspective, cette vision-là, me semble un petit peu limite. Ce qu'il y a avec Rousseau, et ce qui est intéressant aussi à voir sur son approche, c'est que lui, il dénonce aussi l'enjeu lié à la propriété. Il part du principe qu'à un moment donné où finalement la propriété, l'homme s'approprie une terre, un terrain, un objet ou un autre, eh bien, ça va être délétère, ça va créer du conflit. Donc, là, on voit quand même que sur cette perspective-là, on a une forme de rejet de tout ce qui est lié à la matérialité. Et ça, c'est intéressant parce qu'en termes de spirale dynamique, le rejet de la matérialité, c'est un rejet d'un niveau qui est le niveau orange, qui est celui de la modernité, des sciences, de l'industrialisation, justement de la valorisation de soi par ses biens matériels, mais aussi du confort. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt que diviser chaque chose, de séparer, à un moment donné, à arriver à réunir et à mettre un petit peu de nuance et d'équilibre. Donc si à un moment donné la propriété était présente, c'est qu'elle avait une nécessité. Et plus encore, elle a une nécessité à un moment donné. Parce que s'il n'y a pas un concept de propriété à un instant T donné, imagine, tu as ton téléphone, tu le poses sur la table, tu as le serveur du café qui arrive, qui t'enlève le café et qui te prend ton téléphone. Et à un moment donné, tu dis, mais qu'est-ce que vous faites? Écoutez, il est sur la table, c'est pas une propriété, ça, c'est pas votre propriété, elle n'est à personne. Donc, je le prends. Donc, du coup, il va prendre ton téléphone. Ok, mais si on prend ce concept que personne n'a cette propriété-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de prendre le téléphone à la table d'une autre personne et d'une autre et de te faire voler? Et finalement, on se rend compte qu'on arrive dans un système qui est un mode de société, alors on pourrait y réfléchir et débattre philosophiquement un petit peu plus en détail, mais qui est un système qui ne tient plus, qui est un système qui est lié à une forme de chaos. Et ce chaos-là, justement, il est fait parce que justement, il y a cette perte de propriété. Donc si on en reprend d'un point de vue sociologique, d'un point de vue anthropologique, la notion de propriété à un moment donné a été créée pour justement éviter des formes de conflit. Peut-être que ça peut en amener d'autres de l'autre côté, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mal. Et ça, c'est bien important de le garder en tête. Et si à un moment donné, les sociétés ont été créées par l'homme, si à un moment donné, la propriété a été créée par l'homme, c'est que justement, il y avait une nécessité à un instant T donné. Et on en vient donc à la fameuse spirale dynamique, spiral dynamics, qui est un modèle qui est très intéressant d'un point de vue de cette perspective-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on prend le niveau le plus bas de la spirale, alors chaque niveau a une couleur, pour rappel, mais le niveau le plus bas, c'est le beige, c'est-à-dire celui d'arriver à assurer sa survie à l'instant T donné. Et à un moment donné, l'homme se rend compte qu'il ne vit que dans l'instantanéité, qu'il ne répond qu'à ses instincts primaires et que ce n'est pas un système viable. Dès lors, il va basculer d'un système qui est un système de survie à un système de sécurité. La différence entre la survie et la survie c'est à l'instant T donné, c'est très instinctif. La sécurité, il y a une perspective de futur et de projection. C'est-à-dire que la survie, là je veux survivre maintenant, je veux dormir, je veux manger. Mais assurer ma sécurité, c'est me dire, est-ce que je vais manger dans 6 mois? Est-ce que je vais pouvoir dormir encore au même endroit dans un an? Est-ce que je vais pouvoir avoir cette perspective de me dire, aujourd'hui, il fait chaud, c'est l'été, mais demain, il fera froid, c'est l'hiver? Ça, c'est le souci, la perception de la sécurité. Et quelqu'un qui est en mode survie ne se pose pas de questions sur l'hiver de demain. Donc c'est là où l'homme, c'est assez subtil à ce que je suis en train de te dire, mais ça permet de comprendre la différence entre le niveau beige et le niveau d'après de l'évolution de l'humanité. C'est là où l'homme a commencé à assurer sa sécurité, mais pour assurer ma sécurité, je ne peux pas y arriver seul, et donc je vais me regrouper sous forme de tribus. Et donc là, le regroupement sous forme de tribu, c'est-à-dire une communauté un petit peu plus grande qu'un foyer familial,
ou qu'un petit clan de, on va dire, d'une dizaine de personnes, eh bien, ça a amené quoi? Ça a amené justement à une interaction, une association qui va faire que, eh bien, on va arriver à répartir les rôles. C'est là où on a eu les premières répartitions de rôles dans la société, où il n'y avait pas forcément encore les échanges, le troc. C'est chacun a une mission dans la tribu, chacun a une mission au travers de celle-ci pour aider la sécurité collective. Et dès lors, on est dans ce système de société. Et ce système de société, à un moment donné, et c'est pour ça, on en fera un autre podcast, on l'expliquera plus en détail, ça serait très intéressant. Je vais d'ailleurs me le noter de ce pas. Et du coup, je me rends compte que j'ai perdu le fil de mon idée. Mais tout ça pour dire que ce système de société, il est nécessaire, il est utile. Et si à un moment donné, on a le rejet, on est rejeté de la société, on va parler d'ostracisme, eh bien, on risque à notre survie. D'ailleurs, ça peut expliquer les peurs de prise de parole en public ou le peur liées à la honte. Donc voilà, bon, on ira plus en détail là-dessus sur un podcast, ou si ça t'intéresse vraiment, et là j'arrive sur ce sujet-là, si ça t'intéresse Spirale Dynamique, rappelle-toi qu'il y a un lien, plusieurs liens en description de ce podcast pour justement pouvoir aller plus loin et mieux comprendre de quoi il en retourne, surtout sur ce sujet-là qui est juste passionnant. Pour rappel, je donne des formations numériques, que ce soit un énéagramme ou un spirale dynamique. Énéagramme, on n'en a pas parlé encore. Bien, on va en parler maintenant. On va en parler justement revenir à ce Rousseau qui dit notre nature n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'homme qui est bon ou mauvais. C'est l'homme n'est ni bon ou mauvais, je vais y arriver. C'est la société qui le corrompt. Il nous dit voilà, c'est la société. Mais en fait, finalement, on dit quoi? La société, si elle nous corrompt, c'est qu'elle va appeler à nous certains instincts. Et des instincts primaires. Et tout particulièrement, et là on en vient à l'énéagramme, les fameux 3 instincts types de base. Quels sont-ils? L'instinct de survie, donc la survie on en a parlé en amont, l'instinct qui est très viscéral et très instantané, c'est pour ça qu'on parle d'instant présent, mais la survie, quand on est en mode survie, on est très dans l'instant présent, pas forcément de la bonne manière, quoique si, puisque ça a une nécessité, mais on va dire pas dans le sens où on va l'avoir sur des bouquins comme Le Moment Présent d'Eckhart Tolle, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va avoir l'instinct de survie, l'instinct sexuel qui est lié à la reproduction et la préservation de ses gènes, de l'espèce, et également l'instinct social. Et l'instinct social, il est vraiment là. C'est un aspect de notre individualité qui est très instinctif. On garde ça en tête, très instinctif. Donc de l'ordre plutôt animal. Et lorsqu'on va agir de façon instinctive, et bien souvent, d'ailleurs c'est marrant, si on prend l'instinct sexuel, on est vraiment sur ce sujet-là. C'est qu'à un moment donné, on dit, à un moment donné, avec quoi tu penses? Avec ta tête ou avec tes parties génitales? Et en fait, c'est pas idiot. Et ça a un sens de dire cette expression-là. Bon, généralement, on l'a dit d'une façon différente. Et en fait, c'est de dire qu'à un moment donné, eh bien, lorsqu'on va être sur la part instinctive, par exemple le besoin sexuel, eh bien, la capacité de raisonnement, la capacité de réflexion va se réduire, voire va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on base sur une autre type de besoin. Et un besoin très primaire. Et dès lors, c'est ce besoin primaire qui doit être répondu et qui justement pourrait nous dire, justement, l'homme, comme il va sur ce besoin primaire, il peut faire des choses néfastes. Mais si on reprend le précédent PNL de l'intention positive, est-ce qu'il fait des choses néfastes pour détruire autour de lui? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a un bénéfice qui est recherché par celui-ci. Mais tu vas voir pourquoi je parle de ça, pour aller plus loin. Et on pourrait prendre également la fameuse phrase de Hobbes sur son Léviathan, qui est « L'homme est un loup pour l'homme ». Et selon Hobbes, et lui qui a une vision qui, contrairement à Rousseau, qui a une spirale dynamique, semble être beaucoup dans un niveau bleu,
qui est le niveau lié à la morale, à l'éthique, à ses sens de sacrifice ou autre, et qui a du mal avec le niveau qui va arriver après l'orange. Chez Hobbes, on est plutôt sur du rouge. On parle beaucoup du rouge, et peut-être qu'il est un bleu aussi, mais qui dénonce ça, c'est cette notion de domination, que finalement l'homme va rechercher la guerre, l'homme va être un loup pour l'homme, dans le sens où il va rentrer à un moment donné, tôt ou tard, en conflit. Et là, on parle de quoi? On parle d'instinct de destruction. Et l'instinct de destruction, eh bien, il nous dit, est-ce que l'homme est un destructeur par défaut? On pourrait se poser la question. Et la réponse à cette question, l'homme est-il mauvais par nature? L'homme est-il bon par nature? Eh bien, encore une fois, la spirale dynamique peut nous aider à la trouver. L'énéagramme aussi, tiens. On va commencer par l'énéagramme. On va commencer par l'énéagramme dans le sens où la théorie de l'énéagramme dit que voilà, il y a deux types de personnalités. Notre personnalité adaptée qui cherche à s'adapter au monde et notre personnalité supérieure, c'est-à-dire notre moi supérieur. Moi, j'aime bien le voir aussi comme la part plutôt instinctive, plutôt animale, plutôt basique de ce qu'on est, et la part spirituelle de notre être. Et on voit que dès qu'on est sur la part, ou si le mot spiritualité peut te gêner, alors bon, si te gêne c'est compliqué parce que c'est un sujet quand même qui est quand même clé pour moi, mais on pourrait parler de la part sage de soi, la part supérieure, la part élevée de notre être. Eh bien, cette part-là, quand on fait appel à cette part plutôt sage, eh bien, généralement, les décisions qu'on va prendre, elles ne sont pas, c'est rarement des décisions, même, c'est jamais, si c'est vraiment la vraie sagesse, c'est jamais une décision qui va être, par exemple, je vais humilier l'autre pour me sentir mieux moi-même. Non, ça n'a pas de sens quand on est sur sa part la plus spirituelle ou la part la plus haute de son être. Par contre, sur son homme animal, lorsqu'on a une blessure à un instant T donné et que cette blessure est très forte à l'intérieur de soi, d'un point de vue psychologique ou émotionnel, eh bien, humilier l'autre va amener un bénéfice, procurer un bien-être chez certaines personnes. Alors, je ne dis pas que tout le monde va aimer ça, mais certaines personnes vont ressentir le plaisir dessus. Et on a tous, comme on dit, et là on pourrait en parler aussi, de ce côté sombre qui a nous. On a tous un côté sombre qui parfois s'exprime, qui nous fait peur, qui nous dérange. Et ce côté sombre, moi j'aime bien toujours dire, c'est derrière l'ombre, et on va trouver la lumière. Et c'est ce que, justement, ça faisait partie des travaux qu'a apporté justement sur le travail sur l'ombre de Jung, c'est-à-dire d'aller creuser derrière l'ombre et arriver à voir qu'est-ce qui a amené cette ombre-là. Quel est le besoin, quelle est la blessure, quelle est la fragilité. Et souvent, on se rend compte qu'il y a quelque chose de positif qui a été là et qui a été blessé, et donc, ou qui, justement, a amené des mécanismes de défense chez la personne qui amènent des attitudes qui sont néfastes. Alors, quand on parle néfaste, là, on a beaucoup parlé d'attitudes néfastes pour l'autre, puisqu'on parle d'être mauvais ou bon, donc finalement, on a le vecteur de voir l'autre, mais on pourrait parler de soi, d'être soi avec soi. Et parfois, on va faire des actes qui sont mauvais pour soi. Et là, c'est intéressant, justement, d'aborder ce sujet, parce qu'on dit d'être mauvais ou bon, le point de référence, c'est qu'est-ce que je vais faire sur l'autre? Qu'est-ce que je vais faire à l'autre ou aux autres? Donc, on se rend compte que la question de l'homme est-il mauvais par nature, c'est pas est-il mauvais pour soi, presque, on pourrait dire on s'en fout, ce qui serait dommage d'ailleurs, mais plutôt l'homme est-il mauvais pour les autres, l'homme est-il mauvais pour le monde? En d'autres termes, l'homme est-il un parasite? On pourrait se dire ça. Et ça pourrait être une réflexion qui pourrait y avoir. Et à cette question, l'homme est-il mauvais pour l'autre ou les autres? Je parlerai donc d'autre chose, qui est la notion de gagnant-gagnant. Tu as déjà entendu parler. Si on prend par exemple un jeu comme les échecs ou comme le poker, ce sont des jeux, n'importe quel jeu de stratégie, on pourrait prendre le toucher-coulé ou le morpion, ce sont des jeux qu'on appelle des jeux à somme nulle. C'est-à-dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Les jeux sont là pour donner une forme de caricature, de simplification de la réalité.
Et beaucoup de jeux vont fonctionner là-dessus, c'est-à-dire un gagnant, un perdant. Et même parfois, il peut y avoir certains jeux où il va y avoir des associations. On peut imaginer par exemple sur le Monopoly avec 4 ou 6 joueurs. Encore que le Monopoly n'est pas forcément le meilleur exemple. Mais à la fin, il va rester un ou plusieurs gagnants et un ou plusieurs perdants. On va prendre au risque. Sur le jeu risque, ça marchera mieux. Mais ça reste quand même des jeux à somme nulle. Et on se rend compte que finalement, sur les modes de fonctionnement de l'homme, si on regarde les différents niveaux de la spirale dynamique, au début, on va être en mode survie, donc on ne se pose même pas la question du bon ou du mauvais. C'est ça qui est intéressant. Quand on est en mode survie, quand on est en mode instinctif, il n'y a plus de questions. Est-ce que je suis bon, est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je fais le bien, est-ce que je fais le mal? Donc déjà, ça commence à nous aider à répondre à la question. Ensuite, quand on va aller au niveau du violet, c'est-à-dire de la tribu, dont j'ai parlé en amont, eh bien, la question c'est est-ce que ça va aider à la tribu? Est-ce que ça va aider le groupe ou pas? Et est-ce que ça va m'aider moi? Donc, il n'y a pas de question est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis mauvais? Et après, on va y avoir celui où va se développer la force de soi, le développement de son propre pouvoir d'action. En d'autres termes, le développement de mon propre ego, de mon propre moi-je. Moi, je suis là, j'ai accès à des choses, je peux en profiter, pourquoi ne pas en profiter? C'est l'univers des conquérants, c'est le niveau rouge de la spirale dynamique. Et sur ce niveau rouge, eh bien, là, on est dans qu'est-ce que je peux avoir? On est dans le bénéfice, dans le plaisir immédiat. Donc là, ici, c'est vraiment ce niveau-là qui va être le plus délétère pour les autres parce que l'individualité va être exacerbée au point de je ne vais pas hésiter à faire du mal aux autres si ça m'apporte du bien. Et je ne vais pas hésiter à être lâche à un moment donné si ça peut m'apporter un bénéfice. Et sur ce niveau-là, typiquement, c'est celui qui a créé des dégâts, qui a amené le niveau bleu, qui est le niveau d'après, qui est un niveau où justement on va revenir en mode sociétal, où on va revenir dans un mode où on va chercher une vérité absolue et où on va venir un concept fondamental qu'on a beaucoup entendu chez les philosophes qui sont arrivés au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est la notion de morale. Mais avant ça, il y avait la morale chrétienne, ne l'oublions pas. Et en fait, la morale, c'est arriver à rectifier l'homme, à rectifier le mal qui est en lui. Donc il est mauvais ou pas? Non, il n'est pas mauvais. Il agit sous le coup de ses instincts. Il agit sous le coup de ses besoins. Mais à un moment donné, il évolue. Et si, à un moment donné, un homme commence à avoir la réflexion de se dire, eh bien, il faut moraliser les autres, c'est qu'il faut que je me moralise moi. Donc il y a une recherche de bien qui se crée chez soi et chez les autres. Et c'est là où finalement on était allé d'un mode gagnant-perdant à quelque chose qui va évoluer et qui progressivement petit à petit évoluera vers un mode qui sera du gagnant, qui peut être du gagnant-gagnant. C'est-à-dire moi je vais gagner, l'autre va gagner. Mais peut-être qu'on va faire perdre une autre personne de l'autre côté. On peut imaginer par exemple l'univers très orange qui va être un univers très business. Moi je vais gagner parce que je vais créer une activité qui va me permettre de faire de l'argent, beaucoup d'argent, par exemple en exploitant des ressources comme par exemple le pétrole. Les actionnaires vont gagner parce qu'ils vont faire de l'argent avec. Le consommateur il va gagner parce qu'il va avoir du pétrole qu'il va pouvoir mettre dans sa voiture. Donc on va avoir un échange commercial dessus. Mais par contre, eh bien, ça va apporter de la pollution. Donc ce modèle va être gagnant pour moi et pour d'autres, mais il peut être perdant pour l'environnement. Il peut être perdant aussi parce qu'on va exploiter peut-être certaines personnes. Donc ici, on se rend compte qu'on peut aller sur des systèmes qui vont être un petit peu plus complexes, où on va apporter du gagnant pour soi, du gagnant pour l'autre, et du perdant. Et puis progressivement, on prend conscience un petit peu de tout ça. Et là, on arrive au niveau vert de la spirale dynamique. On prend conscience de tout ce qui peut, des enjeux pour les autres. Donc on commence à se soucier à ce que ce soit gagnant pour l'autre et gagnant pour le monde, qui peut-être parfois se sacrifie un peu soi aussi, là, sur le coup. Et à un moment donné, on se dira, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et dès lors, moi, j'ai ma propre responsabilité, j'ai ma propre part. Et comment est-ce que je peux arriver à faire des actions en conscience où je vais mettre du gagnant, c'est-à-dire gagnant pour moi, gagnant pour l'autre et gagnant pour l'univers. Ce qui veut dire, en d'autres termes, tout ça,
si on prend l'état de la spirale, ou même l'évolution de l'homme animal jusqu'à la personnalité adaptée, jusqu'à la personnalité supérieure, que finalement, en fait, l'homme, il n'est pas bon ou mauvais par nature. C'est que juste, il va agir au départ sous le coup de ses instincts, puis sur le coup de ses instincts et de ses émotions, puis sur le coup de ses instincts, de ses émotions et de sa raison. Et à un moment donné, il va y avoir une nécessité d'améliorer encore, de perfectionner son rapport à soi, son rapport aux autres et son rapport au monde. Et c'est là qu'à un moment donné va naître dans l'esprit de l'homme la notion de bien et de mal, qui est très liée au niveau bleu de la spirale dynamique, avec ce niveau de morale, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire à la coexistence dans la société et c'est nécessaire à l'évolution de soi et des autres et du monde. Et progressivement, ce niveau de conscience, il va être simple. Au début, ça va être de la morale. Il y a quelque chose qui est bien, quelque chose qui est mal. Et on va essayer de mettre le blanc et le noir. Par exemple, tuer, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ben non, c'est mal. Ou on peut se dire, ah mais oui, ça peut être mal. Mais si à un moment donné, je tue quelqu'un parce que je risque de mourir, parce que celui-ci est en train de m'agresser ma famille, est-ce que c'est mal? Et on se rend compte que, finalement, les choses sont plus nuancées. On se rend compte qu'il n'y a pas de vrai et de faux, de blanc et de noir, qu'il y a des lignes directrices, c'est clair. Il y a une ligne directrice de base qui dit que tuer, c'est mal, tuer, c'est condamnable. Et même si un État, une justice ou autre amène la peine de mort, alors ça dépend de ta posture par rapport à ça, ça peut être condamnable, ça peut être dérangeant d'un point de vue de l'éthique. Là, on a un autre mot qui vient, éthique, qui est intéressant aussi. Et progressivement, on voit on a cette montée en subtilité, cette montée en nuance. Au début, je cherche à me faire le bien pour moi à l'instant T donné, puis je me rends compte à un moment donné que c'est délétère de rechercher tout le temps le bien pour moi. Je vais chercher à faire le bien pour moi en de telle sorte que ça n'ait pas de conséquences pour le futur. Je vais également commencer à chercher à faire le bien pour les autres parce que j'ai un propre bénéfice à faire le bien pour les autres. Puis petit à petit, mon niveau de conscience va évoluer où à un moment donné, je vais commencer à faire le bien pour moi et pour les autres parce que c'est ce qu'il faut faire. Ou au départ pour éviter une punition, puis après parce que c'est ce qu'il faut faire. Et puis plus tard, je vais prendre des décisions de façon la plus lucide possible pour essayer, malgré la difficulté et la complexité du monde, faire le bien pour moi, pour les autres et pour le monde. Mais ce qui est intéressant, en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que la clé ici fondamentale sur ce sujet-là, c'est d'arriver à vraiment laisser tomber cette perspective très dualiste, l'homme est bon, l'homme est mauvais, l'homme est gentil, l'homme est méchant, qui finalement est une faiblesse de l'esprit, j'ai envie de dire, mais un raccourci plutôt. Et là, on pourrait parler de psychologie, des biais cognitifs. C'est un raccourci qui permet justement d'alléger la charge mentale. À un moment donné, si j'arrive à classifier une personne comme quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, ben c'est plus facile pour moi, j'ai plus besoin d'y penser, j'ai plus besoin d'y penser, j'ai plus besoin d'y mettre de l'énergie émotionnelle. Je sais, j'ai catégorisé la personne dans une case, je peux me vaquer à autre chose. Maintenant, si je suis toujours dans l'incertitude, ces personnes, elles peuvent être mauvaises dans certains moments, elles peuvent être bonnes dans d'autres, comment je vais me mettre par rapport à ça? Donc tu vois que finalement, en fait, on a besoin de ces raccourcis-là, on a besoin de ces simplifications. Comme un élève à l'école va avoir besoin qu'on lui explique des choses de façon très vulgarisée au départ avant de rentrer dans des formes de nuances, eh bien ça va être pareil sur notre rapport aux autres, sur notre rapport au monde. Et donc la clé vraiment, si on en vient à ta propre connaissance de soi, c'est déjà d'arrêter de s'auto-flageller en partant du principe je ne suis pas quelqu'un de bien, ou je fais des choses qui sont mal, ou personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et à un moment donné, si on fait quelque chose de mal, c'est que, rappelle-toi l'intention positive, c'est que ça cherche à combler quelque chose, ou s'il y a un côté d'ombre, il y a une part de lumière. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dans l'ombre, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à faire ça. Parce qu'en plus, si on culpabilise, c'est forcément qu'il y a une autre partie de nous qui est blessée par ça. Donc, on va commencer à mettre de la nuance, on va commencer à arrêter de se voir comme, de s'auto-juger, et progressivement, mettre aussi de la conscience.
et de la conscience qu'on fait. Et dans chacun de tes actes au quotidien, voir comment bien tu vas agir. À chaque fois que je prends une décision, comment cette décision, est-ce que cette décision que je veux prendre, est-ce qu'elle est positive pour moi? Est-ce qu'elle est bénéfique pour moi? Est-ce qu'elle est bénéfique pour les personnes qui vont être concernées par cette décision? Ça peut être ta famille, tes amis, tes proches. Si c'est une décision professionnelle, ben peut-être que ta famille sera concernée. Parce que cette décision professionnelle, tu vas peut-être en parler à ton mari, ta femme, tes enfants. Tu vas peut-être également, ça va peut-être avoir un impact sur la vie de tous les jours. Donc, avoir une conscience de son environnement le plus proche et avoir une conscience aussi, et ça c'est un petit peu plus difficile, je le conçois, de comment ça peut jouer de façon plus globale. Et ça, c'est vraiment des sujets, des prises de réflexion qui vont t'aider justement à élever ton niveau de conscience et à avoir des décisions qui seront plus sages et qui vont aller plus vers, on va dire, un idéal de bien. Puisque finalement, on a parlé d'être bon ou d'être mauvais. C'est pas essayer d'aller rechercher le côté idéal qui était peut-être perdu à un moment donné, qui a été corrompu par la société, comme le disait peut-être Rousseau, peut-être pas, peut-être qu'il avait d'autres choses, il le voyait différemment, mais plutôt de se dire, ok, je suis dans une perspective d'évolution psychologique, personnelle, humaine, sociale, spirituelle, et qu'est-ce que je fais, on regarde tout ça, pour grandir, avancer et devenir une meilleure version de moi, devenir un meilleur être humain, un meilleur humain avec un grand H. Pour soi, pour les autres, et pour le monde. Je te laisse méditer là-dessus. Si tu as aimé ce podcast et que tu veux aller plus loin avec moi, tu as le premier lien en description pour découvrir l'énéagramme, la spirale dynamique. Si tu es déjà élève à mes formations, eh bien n'hésite pas à laisser un commentaire ou à en discuter sur le canal Telegram que l'on a global du groupe ou sur les groupes Facebook dédiés à chaque ou Telegram dédiés à chaque formation. Et enfin, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le faire découvrir. C'est ce qui m'aide à avancer, ce qui aide aussi mon activité. Donc là, c'est on parlait de gagnant. Et donc sur ce, n'hésite pas également à mettre une note, 5 étoiles, sur la plateforme où tu écoutes ce podcast, s'il y a une possibilité de le faire. Et on se dit quant à nous, à la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. Je te souhaite une excellente journée.